All rise, we will obey. Please be seated. We will swear. Yes, Ms. Laji. Présidente, Maître Lauchi. Maître Lauchi, merci Madame la Présidente. Je n'ai qu'un mot de réponse à ajouter et qui n'est pas inclus à ma soumission, donc je vais le dire maintenant. C'est par rapport à l'affaire Lukic. J'y ai fait référence, vous en souviendrez, lundi. C'est la transcription 1.64. Page 86, ligne 19 à 23. Et j'ai mentionné cette affaire Lukic justement pour illustrer le fait que l'extermination dont il a été reconnu coupable était justement un crime de gravité extrême et Lukic a donc été condamné à la perpétuité. Appel, enfin il y a eu un appel de cette décision, confirmé par ailleurs, sur un chef d'accusation d'extermination. Lundi, dans mon introduction, j'ai fait référence au point de vue et aux préoccupations des victimes telles que reflétées dans l'intervention écrite des représentantes légales des victimes et qui ont été réitérées ce matin par ma collègue. Nul besoin donc d'y revenir et de les répéter. Mais simplement, indiquer qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice et d'application équitable et juste de la loi. Voilà ce qui est attendu de vous, mesdames les juges. Voilà ce qui est attendu de la Cour. L'application de la loi est inscrite au statut de Rome. Je l'ai dit aussi lundi, cette Cour est le référent, le phare de la justice pénale internationale et en tant que tel, il est essentiel que celle-ci applique les plus hauts standards de justice pénale et de procès équitable. En l'affaire de M. Abdelrahman, ce rôle vous incombe, mesdames les juges. Vous êtes le phare. Si l'on réussit, si l'on parvient à appliquer les standards les plus élevés prévus par le statut, votre phare guidera les États partis vers la sécurité du respect de la loi, d'où découle la démocratie. Donner corps à ces principes de justice pénale ferait si ce n'était pas le cas, votre phare les guiderait vers les abîmes où l'état de droit et la démocratie s'écrasent. Donc l'heure est venue, mesdames les juges, de nous dire vers où pointe ce phare qui est le vôtre, celui du havre de paix, de sécurité, où fleurit la démocratie, ou cet abysse où plonge la démocratie. C'est votre choix et, in fine, c'est l'aspect le plus crucial de cette décision que vous devez prendre. Parmi les principes non dérogeables les plus
fondamentaux de la justice pénale. La Chambre d'appel utilise le terme de jus cogens pour les décrire. On retrouve ceux qui apparaissent à l'article 22 à 24 du statut de Rome. Nullium crimen et nulla pena sine lege, et le rationae personae non-réactivité des lois pénales. En ce qui concerne la définition de la peine, respecter ces principes exige que, en cas de changement dans la loi applicable à une affaire donnée avant un jugement final, le droit le plus favorable à la personne condamnée doit s'appliquer. C'est l'article 24, paragraphe 2 du statut de Rome. Le principe de rationa personae non rétroactif était une innovation en 1998, un progrès significatif tournant la page des tribunaux ex post facto, créés par la communauté internationale à Nuremberg, à Tokyo, en ex-Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, Cambodge, Liban et autres. Et ce, afin de combler le vide de l'absence d'une Cour pénale internationale permanente. Le principe de non-réactivité appliqué au rationae personae n'existait pas devant ces autres tribunaux. Et donc, ce n'est pas étonnant si dans Blasicich, comme ma collègue l'a cité en lundi, ou dans l'affaire Galić, comme le procureur l'a mentionné ce matin, le principe de non-rétroactivité ne s'est pas appliqué. La seule pertinence que pourrait avoir la citation de Blasicich ou Galić, c'est justement d'insister sur la valeur ajoutée que représente l'article 24, paragraphe 2 du statut par rapport à ces autres tribunaux, qui étaient donc ex post facto. Au paragraphe 123 de ses soumissions écrites, la défense fait référence à la jurisprudence pertinente des cours régionales en charge de l'application des droits humains par rapport au rationa personae non rétroactif. Ce sont des cours qui sont unanimes dans leur appréhension. Les cours européennes, dans l'affaire Del Rio Prada contre l'Espagne, la cour africaine dans l'affaire Kambula contre la Tanzanie et la cour américaine dans l'affaire Vélez-Lor contre le Panama. Dans tous les cas, on a conclu que la peine imposée ne peut pas dépasser les limites proposées par le cadre au moment de l'action. Et le même principe s'applique à l'ensemble des crimes, indépendamment de leur gravité. Et nous avons fait référence à un jugement de la Cour suprême du Bénin à propos d'un crime de trafic mondain. Mais on a également cité la Grande Chambre de la Cour européenne dans l'affaire Maktouf et Madianovic contre la Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Je veux dire que même pour les crimes les plus graves pour la communauté internationale dans son ensemble, les crimes relevant de la juridiction de cette Cour, le principe de rationé personae non rétroactif s'applique selon la Cour européenne des droits de l'homme. La gravité des crimes ne leur permet pas de déroger à ce principe. La seule jurisprudence de cette Cour que la défense a pu identifier, mais il semblerait que les autres parties n'aient pas pu de réussite, c'est le paragraphe
303 de la décision de confirmation des charges de l'affaire Lubanga. Paragraphe 121 des soumissions de fixation de la peine de la défense. Et je lis. Le principe de l'égalité n'est pas enfreint si la Chambre exerce son pouvoir pour décider si M. Lubanga Dilo doit être jugé sur la base de written lex scripta, norme préexistante approuvée par les États partis au statut de Rome, lex previa, définissant des conduites interdites et établissant les peines correspondantes, lex sceita, qui ne peut pas être interprété par analogie, lex stricta. Je pense que ma collègue des représentants légaux des victimes a raté cette référence lundi. C'est la transcription 016418, page 61, ligne 20 à 25, lorsqu'elle dit « Il y a un consensus selon lequel le principe de rula pena ne doit pas répondre à l'exigence du lex certa. Nulla pena sine lege exige le lex certa. Lorsque le statut de Rome doit s'appliquer, comme dans l'affaire Lubanga, cette exigence est remplie par l'article 77 du statut. Lorsque le statut de Rome ne s'applique pas, comme au Soudan en 2003 et 2004, la Chambre d'appel nous a dit dans son jugement OA8 que nous devons aller au-delà du statut et voir le droit applicable à l'époque. C'est ce que vous avez fait, mesdames les juges, dans le jugement d'instance en étudiant la loi criminelle soudanaise de 1991. Et donc je soutiens que vous devez appliquer le même principe aujourd'hui pour la définition de la peine. Quelles sont les conséquences de ce principe fondamental pour ce qui concerne M. Abdelrahman? Les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable ont été perpétrés en 2003 et 2004. À l'époque, le Soudan n'était pas État parti au statut de Rome. Il ne l'est toujours pas. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas de lien entre M. Abdelrahman, un citoyen soudanais agissant sur le territoire soudanais, et le droit applicable à la Cour à l'époque des faits. La loi de la Cour, le statut de Rome, n'était pas applicable au Soudan. Ce qui rend le statut de Rome applicable à M. Abdelrahman, c'est la résolution 1593 prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mars 2005. C'est la date clé. À partir de ce moment-là, le statut de Rome est devenu applicable à tous les ressortissants soudanais et pour tous les crimes perpétrés au Soudan. Cela constitue un changement dans le droit applicable à M. Abdelrahman, conformément à la définition qu'en fait l'article 24.2 du statut. Lundi, mon éminent collègue, représentante légale des victimes, a suggéré que la résolution 1593 ne correspondait pas à un changement du droit applicable selon l'article 24.2, transcription lundi 164, version éditée, page 64, ligne 19, jusqu'à page 65, ligne 4. Selon ces déclarations, le seul changement possible dans le droit qui pourrait déclencher le principe de non-rétroactivité selon l'article 24.2 serait un amendement au statut de Rome. Alors je marque une petite pause pour réfléchir à cet argument avant
d'en venir à une réponse claire et non ambiguë qu'a fournie la Chambre d'appel. Un amendement au statut de Rome n'est pas catégorisé comme un changement de droit par le statut de Rome. On appelle ça un amendement. Et on le voit à l'article 121 du statut de Rome. De plus, le statut lui-même n'est pas la loi en tant que tel. On l'appelle le statut. Donc si l'intention des rédacteurs du statut aurait été de limiter la portée de l'article 24.2 à un amendement, alors ils auraient utilisé ce mot. L'article 24.2 aurait dit « en cas d'amendement au statut », etc. Mais pas, comme c'est le cas, ici, quand il dit « en cas de changement de droit ou de loi ». Président, une seconde. Monsieur Lauchi, vous dites ça fortement, mais est-ce que vous avez une autorité quelconque pour le dire? Pour dire, si le statut avait voulu changer le statut, il aurait écrit amendement au statut et pas changement de droit. Maître Lauchi, alors je fais référence au sens brut des mots, hein, rien de plus. Un amendement, c'est un amendement, et l'article 121 le confirme. Le droit, c'est le droit, et c'est pas que le statut. Président, d'accord, donc vous n'avez pas d'autorité pour le dire, c'est aussi simple que ça. C'est la réponse la plus simple. C'est votre lecture hein, de ça, c'est ça. Maître Lauchi, oui. Alors je peux concéder qu'un amendement au statut change le droit, change la loi, mais ce ne sont pas et de loin les seuls changements possibles dans le droit. Limiter... Alors tiens, peut-être que je vais répondre comme ça à votre question, Madame la Présidente. Limiter la portée de l'article 24.2 à l'apparition unique d'un amendement, tel que cela a été proposé, ne revient qu'à vider le principe de non-réactivité rationnelle personnelle de sa substance essentielle, d'une façon totalement opposée à la jurisprudence des cours européennes, africaines et américaines que j'ai citées tout à l'heure. Appliquer cette interprétation restrictive, mesdames les juges, ferait que votre phare nous mènerait directement aux abysses périlleuses de l'autoritarisme et du non-respect de l'état de droit que je mentionnais tout à l'heure. Vous ne souhaitez pas cela, mesdames les juges. Et même si les conclusions du jugement d'instance étaient justes, la compensation à cet homme ne valait pas la peine. De plus, ma collègue omet que l'article 24 ne traite pas de rétroactivité, mais de rétroactivité de rationnel personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une question purement rhétorique. C'est-à-dire que la dimension rationnelle personnelle d'un amendement au statut de Rome peut... Est-ce qu'un amendement peut être rationné personnel? Est-ce que les États partis prendraient la peine d'amender le statut de Rome par rapport à un individu particulier, comme par exemple M. Abdelrahman? La qualification rationnée personnelle prouve que la non-rétroactivité pertinence ici est la non-rétroactivité de la loi qui s'applique à la personne déclarée coupable. Toute loi qui lui serait applicable, ça peut être sa loi nationale ou le statut de Rome, comme l'a précisé la Chambre d'appel. En passant ce matin, mon collègue du bureau du procureur a confirmé ce que je viens de dire. Je cite la page 2, ligne 7 à 9 de la transcription d'aujourd'hui, suite au renvoi de la situation du Darfour par le Conseil de sécurité.
Donc, le statut de Rome, le règlement de la Cour sont les seuls textes juridiques applicables en matière de détermination de la peine. Donc, nous sommes d'accord, nous suivons la résolution. Donc, dans son arrêt OA8, la Chambre d'appel a examiné l'application du principe nullum crimen prévu à l'article 22 du statut, mais cette décision s'applique également à l'application de son corollaire, la non-rétroactivité rationnée personnelle prévue à l'article 24 du statut. Ce sont là les deux principes inséparables. La jurisprudence de la Chambre d'appel et le droit auquel la Chambre d'appel fait référence au paragraphe 84 et 87 de l'arrêt englobe ces deux principes sans distinction. Et voici ce que dit la Chambre d'appel, je vais citer au paragraphe 86, pour des comportements, pour des faits commis sur le territoire d'un État non partie au statut. Il ne suffit pas que les crimes reprochés se figurent dans le texte du statut. Pour interpréter l'article 22.1 du statut, dans le respect des principes de droit relatifs aux droits de l'homme, la Chambre doit aller au-delà du statut pour examiner les lois pénales applicables au suspect ou à l'accusé au moment où le comportement prohibé s'est produit. Fin de citation. Pour les États non partis, le statut ne suffit pas. La Chambre doit examiner les lois pénales applicables aux condamnés au moment des faits, à savoir en 2003 et en 2004. Pourquoi cet état de choses? Précisément parce que le statut n'était pas applicable à ces États non partis avant la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies renvoyant la situation sur leur territoire à la Cour. Ici encore, nous avons une date jalon, une date historique. Avant la résolution, le statut ne s'appliquait pas. Mais après la résolution, le statut a commencé à s'appliquer. Pour les ressortissants de l'État parti concerné, ceci signifie ou ceci correspond à un changement de la loi. Et avant 2003-2004, le statut ne s'appliquait pas au Soudan. Ce n'est qu'en 2005 qu'ils sont devenus passibles de jugement pour les peines relevant de la compétence de la Cour. Et le critère étant la prévisibilité et l'accessibilité. La présidente, je ne vous interromps pas, mais c'est ce que vous avez dit avant que la Chambre d'appel ne rende son jugement, qu'elle n'avait pas compétence pour juger votre client. Oui, c'est ce que j'avais dit en vertu de l'article 22, nulle pena sine lege, mais aujourd'hui, mon observation porte sur l'article 24.2, la non-rétroactivité rationnée persona. Donc, la présidente, vous dites que des principes totalement différents s'appliquent à cet argument devant la Chambre d'appel. Oui, je dis que les principes de nullum penum sine lege et la non-rétroactivité rationnée persona sont deux facettes de la même médaille, mais la manière de l'appliquer diffère. Et je vais y revenir. I've applied this judgment, OA8, at paragraph 28 to 60 of your trial judgment. As instructed by the appeals Vous avez appliqué cet arrêt 0 à 8 au paragraphe 28 à 60 de votre jugement et vous avez examiné, au-delà du statut, la législation qui s'appliquait au Soudan en 2003-2004, à savoir la Constitution de 1998, la loi pénale de 1991, et la loi sur les forces armées populaires de 1986. Voilà le droit applicable, telles étaient les législations applicables. Au paragraphe 34 du jugement, vous avez conclu, je cite, le Code pénal de 1991 décrit sans embâche le comportement prohibé et définit les crimes. Fin de citation. Vous faites référence à la note de bas de page 46 aux diverses dispositions du Code pénal de 1991. C'est ainsi que vous avez conclu
que le principe nullum crimen sine lege était satisfait. Non, passons à l'aspect de la non-rétroactivité rationnée persona en matière de détermination de la peine. Le jugement 0 à 8 exige de vous que vous regardiez au-delà des lois pénales applicables à M. Abderrahmane en 2003-2004, notamment celles qui prévoyaient les peines applicables pour ces crimes. Mais, et c'est là où je réponds à votre question, Madame la Présidente, et s'il existe une différence entre le principe nullum crimen, nulla pena sine lege et la non-rétroactivité rationnée persona, c'est précisément l'applicabilité et la pertinence du critère de prévisibilité et d'accessibilité. Et ce critère s'applique au principe nullum crimen et nulla pena. Il exige que la personne ait eu conscience de la nature criminelle de ses actions et des sanctions réprimant de telles actions. Mais il n'y a rien de tel dans le principe de la non-rétroactivité rationnée persona. C'est ce que la personne sait, et ce que la personne sait et ce qu'elle peut prévoir n'est pas important. Et contrairement à ce que vous a dit lundi ma consoeur des représentante légale des victimes, transcription 164, page 62, ligne 3-2, et mon confrère du bureau du procureur ce matin, page 12 du transcrit, page 14, ligne 8, ils ont dit que M. Abderrahmane ait eu connaissance des peines relevant du statut de Rome en 2003 ou 2004 ou non. Cela n'est pas pertinent. Il ne s'agit pas d'un critère subjectif, mais plutôt d'une règle très objective. Et si le droit applicable est modifié, définissant les sanctions applicables à ces actes, et alors c'est la loi la plus favorable qui prévaut que le contrevenant ait eu connaissance du changement ou de la modification de la loi ou non. Donc, le critère de la non-rétroactivité rationnée persona n'exige pas de vous que vous preniez en compte à nouveau le test de prévisibilité et d'accessibilité. C'est beaucoup plus simple que cela. Il vous suffirait de comparer les peines relevant du statut conformément à l'article 77 et les peines applicables au Soudan en 2003-2004 et choisir l'option la plus favorable. Donc, pour vous aider dans cet exercice, la défense a appelé le témoin D16. Sa déclaration écrite a été versée en preuve et le témoin a comparu devant vous hier. Le bureau du procureur et la représentante légale des victimes ont choisi de ne pas contre-interroger le témoin D16. Selon vos instructions, mesdames les juges, vous avez dit que si la partie appelante conteste l'exactitude de la déposition d'un témoin, alors cette contestation devrait être incluse dans l'interrogatoire du témoin. C'est ce que vous avez dit dans votre jugement, page 199. Le fait qu'ils n'ont pas contre-interrogé le témoin signifie tout simplement que sa déposition n'a pas été contestée. Donc, pour chaque crime dont M. Abderrahmane a été déclaré coupable, le témoin D16 indique quelle était la peine applicable à son sens au Soudan en 2003 et en 2004. Ces réponses ne se fondent pas uniquement sur le Code pénal de 1991. Il cherche également à trouver des réponses dans la loi de 1986 sur les forces armées, chaque fois que c'est nécessaire pour compléter le Code pénal de 1991. J'ai comparé ces réponses hier, que j'ai comparé avec les observations du bureau du procureur sur la peine. Donc, j'aimerais faire projeter des diapositives à l'écran. Je ne sais pas si c'est nécessaire.
Vous avez déjà vu ce diagramme. C'était là la première partie de l'exercice. Et sur la base des réponses de D16 à la colonne de droite, la défense estime que la peine individuelle la plus lourde qui puisse être imposée à une personne condamnée pour les crimes, c'est une peine d'emprisonnement de 14 ans. C'est la proposition du bureau du procureur au chef 1 à gauche. M. Abdelrahman pourrait se voir infliger des peines moins lourdes pour d'autres chefs. Si nous nous arrêtons là, mesdames les juges, vous pouvez imposer à M. Abdelrahman des peines individuelles allant jusqu'à 14 ans au maximum, comme le propose l'accusation, ou une peine moindre pour les autres chefs. Ces peines rentreront dans la catégorie des peines les plus favorables qui lui seraient applicables avant et après la modification de la loi datée du 31 mars 2005. Mesdames les juges, vous pourriez alors imposer une peine unique de pas moins de 14 ans d'emprisonnement et qui pourrait théoriquement aller jusqu'à 30 ans, conformément à l'article 78.3 du statut de Rome, à condition que vous puissiez motiver votre décision pour combler cet écart qui existe entre 14 et 30 ans. La deuxième partie de l'exercice consiste à appliquer le droit en matière de peine, de détermination de la peine à M. Abdelrahman. J'ai réussi à capter votre attention ce matin, mesdames les juges, et vous avez constaté que ma démonstration portait sur le droit applicable sans s'appliquer au cas spécifique de mon client. C'est ce que je vais faire maintenant. Le point essentiel est que pour que ces principes lui soient applicables, il faudrait qu'il soit âgé de 70 ans. Or, il a 76 ans. Donc, comme vous l'avez constaté, la loi applicable comprend en premier lieu le Code pénal de 1991 et en matière de fixation de la peine, le Code pénal de 1991 comprend une disposition, l'article 33.4, qui exclut qu'on ne puisse prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne âgée de plus de 70 ans ou de 70 ans au plus. Donc, je vais lire, à l'exception du vol à main armée, IRABA, la peine d'emprisonnement ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne âgée de 18 ans, de 110 ans. Mais si la peine est annulée parce que l'intéressé a atteint 70 ans, alors c'est la peine d'expatriation qui lui sera appliquée pour la durée de son emprisonnement. J'espère que cette lecture claire de l'article 33.4 fournira un éclairage à ma consoeur des victimes. Quant à l'exception qui confirme la règle excluant l'emprisonnement après 70 ans, c'est la transcription. Transcription T164, page 63, ligne 3, et à la page 64, ligne 8. La seule exception, c'est l'IRABA, pas le viol, pas le meurtre, IRABA seulement. Donc cette disposition est claire, la peine d'emprisonnement peut ne pas être exécutée. Il ne s'agit pas ici d'un mécanisme qui convertit la peine d'emprisonnement infligée à une personne déclarée coupable âgée de plus de 70 ans en expatriation. Il s'agit d'une disposition qui interdit qu'on impose une peine d'emprisonnement aux condamnés de plus de 70 ans le jour du prononcé du jugement. Le mécanisme de conversion exige qu'on prenne une autre décision qui puisse convertir l'emprisonnement en expatriation. Mais cette mesure n'est prise que lorsque le condamné atteint 70 ans
au moment où il purge sa peine. Et ce n'est que dans ce cas, et dans ce cas seulement, qu'une autre décision peut être rendue pour retirer ou annuler la peine d'emprisonnement. Mais ceci vaut lorsque le condamné est déjà âgé de plus de 70 ans au moment de la détermination de la peine. Mais dans le cas de M. Abdelrahman, aucune peine d'emprisonnement ne s'impose et n'est possible. La seule exception, c'est l'emprisonnement imposé pour le crime d'Iraba. Selon l'article 106.8, 1C du Code pénal de 1991, l'Iraba peut, à titre optionnel, être réprimé d'une peine ne dépassant pas 7 ans. Dans sa déclaration écrite, le témoin des 16 fait sa déposition pour aider la Chambre à déterminer si l'Iraba peut équivaloir au chef 4, pillage constitutif de crimes de guerre. J'ai l'intention d'explorer davantage, j'avais l'intention d'explorer cet aspect avec le témoin des 16 hier, mais je n'ai pas eu cette occasion. Vous auriez pu, dit la présidente, mais vous avez décidé d'attendre parce que vous pensiez qu'il y aurait un contre-interrogatoire. C'est une erreur de votre part. Merci, Madame la Présidente. Je vais limiter ma démonstration à la deuxième déclaration écrite de D16 en preuve et qui n'est pas contestée par l'accusation sur la base de son témoignage et la définition de Iraba donnée à l'article 167 du Code pénal de 91. La défense soutient que Iraba est différent ou diffère du chef 2 sur 2 aspects au moins. Est-ce que nous pouvons afficher cette disposition à l'écran? Tout d'abord, comme indiqué au paragraphe 370 à 370 du jugement, Kodom et Bindizi sont considérés comme des zones urbaines et rurales, des zones urbaines, pardon. Or, l'Iraba est commis loin de toute urbanisation, que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Deuxièmement, les attaques ont été lancées en présence des membres des forces de réserve centrales, paragraphes 404, 416 et 420 du jugement de première instance. À propos des CRF, vous avez conclu, mesdames les juges, que ces forces faisaient partie intégrante des forces de police et, en tant que telles, étaient régies par la loi sur la police. C'est au paragraphe 110 de votre jugement. Au Soudan, comme dans tout autre pays, la fonction essentielle de la police, c'est de maintenir l'ordre, le maintien de l'ordre, donc prévenir la commission d'infraction et d'arrêter ou d'appréhender les contrevenants. Iraba est précisément commis lorsque les victimes prises pour cible n'ont aucun moyen de secours. Au paragraphe 32 de la deuxième déclaration écrite, le témoin des 16 précise ce que signifie l'expression « sans moyen de secours ». Et je vais citer, cela signifie qu'en l'absence de forces gouvernementales, de police ou de forces armées, en l'absence de toute autre autorité comme les chefs des Oumda qui pourraient ou devraient intervenir pour protéger les victimes des auteurs du crime d'Iraba. C'est à ce moment que les auteurs tirent parti de l'absence des forces gouvernementales, des forces de police ou des forces armées ou de toute autre autorité comme les chers, les Oumda, pour commettre le vol à main armée. Si des forces gouvernementales de police ou les forces armées sont présentes, elles doivent secourir et protéger les victimes. Il n'y a donc pas d'Iraba, mais plutôt un vol qualifié ou un vol simple en vertu de l'article 170 ou l'article 175 dans un tel cas. Fin de citation.
C'est ce qu'a dit le témoin This evidence was des not challenged 16. by the prosecution. Donc ce témoignage n'a pas été contesté par l'accusation. Le fait que les CRF n'ont pas protégé la population de Koudoum et Bindizi, mais qu'en fait ils ont participé à l'attaque, comme vous avez conclu dans votre jugement, importe peu. Ce qui est important, c'est que les assaillants n'ont pas tiré parti de l'absence des forces de maintien de l'ordre. Les forces de maintien de l'ordre, les CRF, étaient présentes au cours de l'attaque. Donc pour ces deux raisons au moins, à savoir la commission dans des zones urbaines et en présence des forces de réserve centrale, le chef 4, pillage en tant que crime de guerre, ne pouvait pas constituer le crime d'Iraba en vertu du droit soudanais applicable en 2003-2004, mais relevait plutôt de l'infraction de vol qualifié, article 170, ou vol simple, article 175 du Code pénal de 1991. Donc, la peine maximale de 7 ans prévue pour le crime d'Iraba en vertu de l'article 168.1c du Code pénal de 91 ne s'applique donc pas. L'exception d'Iraba, à l'exclusion de la peine d'emprisonnement pour les personnes déclarées coupables âgées de moins de 70 ans, ne s'applique pas. Donc, je vais passer maintenant à la diapositive qui s'affiche, dernière colonne à droite. C'est le droit applicable en 2003-2004 à une personne qui, au moment du prononcé du jugement, serait âgée de plus de 70 ans. C'est le même tableau que vous avez déjà vu et qui compare les propositions du bureau du procureur avec le témoignage des 16. Donc, nous avons à la troisième colonne qui concerne les personnes condamnées âgées de plus de 70 ans conformément à l'article 33.4 du Code pénal de 1991, à la dernière colonne à droite. Comme vous le verrez, la plus clémente des trois solutions entre la proposition du bureau du procureur, l'analyse de D16 concernant les chefs et l'application de l'article 33.4 du Code pénal de 1991 se trouve toujours à la dernière colonne de droite. En vertu de l'article 24.2 du statut de Rome, cette peine la plus douce ou la plus clémente applicable à M. Abderrahmane en 2003 ou 2004 sera privilégiée. C'est elle qui doit être retenue. Donc, en vertu de l'article 33.4 du Code pénal de 1991, en l'absence du crime d'Iraba, il n'y a donc aucune peine d'emprisonnement qui puisse être infligée à M. Abderrahmane à la lumière de son âge, à savoir 66 ans. C'est la conclusion de la défense, que tire la défense en principe. Mais à titre subsidiaire, si ce matin, dans ma démonstration, je n'ai pas précisé que l'Iraba ne s'applique pas, la peine maximale que vous pouvez appliquer, mesdames les juges, c'est 7 ans en vertu du chef 4. Donc, en l'absence d'une peine d'emprisonnement applicable pour les autres crimes, les autres chefs d'accusation, l'article 78.3 ne s'appliquera pas pour la peine unique. Et même dans ce cas, c'est la peine maximale applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité rationnée personnelle qui s'applique, à savoir 7 ans. Comme la défense l'a prévu au paragraphe 137 de ses écritures, vous serez également tenté d'examiner tous ces points sous un prisme différent et de décider que, quelles que soient les dispositions du droit soudanais, la seule loi applicable devant la Cour de Sion est le statut et les seules peines applicables en vertu de l'article 77. Et ce serait suffisant pour que vous vous prononciez.
Donc la question semblerait bien plus simple. Il ne serait pas nécessaire de remettre en question la loi soudanaise. Vous appliquerez donc l'article 77.1 et imposerez une peine ne dépassant pas 30 ans d'emprisonnement ou l'emprisonnement à perpétuité. Fin de citation, fin de l'histoire. Mais le statut auquel vous devez accorder la primauté inclut l'article 24.2, non-rétroactivité rationnée persona. Et l'article du statut prévoit que si le droit applicable est modifié, c'est la loi la plus clémente qui s'applique aux condamnés. Donc, il y a eu une modification de la loi. La Chambre d'appel vous l'a dit dans son jugement 0 à 8. Avant le 31 mars 2005, le statut n'était pas applicable. C'est la raison pour laquelle vous avez dû examiner la question du principe nullum crimen sine lege dans le jugement. Cet exercice n'aurait pas été nécessaire si le statut était applicable à M. Abdelrahman en 2003-2004. C'est ce changement ou cette modification du droit applicable qui vous amène à examiner les peines les plus clémentes en concours, donc le concours des peines. Et en ce qui concerne l'emprisonnement, c'est la loi soudanaise excluant l'emprisonnement pour les condamnés âgés de plus de 70 ans qui s'applique car elle est de loin la plus clémente. Donc, l'application du statut ne peut s'appliquer, ne peut mener à aucune autre conclusion, à savoir que vous incarnez ce phare et vous devriez choisir de nous conduire. Vous ne devez pas nous conduire vers les récifs périlleux du non-respect du principe non dérogatoire de non-rétroactivité rationnelle persona consacré à l'article 24 du statut, qui est une composante essentielle de l'état de droit. Qu'avez-vous à dire s'agissant de cet argument concernant la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Mbemba et Ongwen? Mbemba, nous étions en République centrafricaine, est parti dans Ongwen, nous étions en Ouganda, un État qui avait accepté la compétence de la Cour au départ, puis a adhéré en tant qu'État parti. Donc, la situation n'est pas la même. Président, donc vous dites que la différence, c'est si un pays est un État parti ou pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre d'appel qui l'a dit dans OA8. Présidente, merci. Maître Lauti. Aucun doute, mesdames les juges, que je comprends bien la différence radicale entre l'opinion publique et les attentes exprimées par le bureau du procureur, les points de vue et inquiétudes des victimes exprimés par les représentantes légales et les conséquences d'une application stricte de la loi exprimée par la défense. Monsieur Abdelrahman a été reconnu coupable de l'ensemble des crimes dont il était accusé le 6 octobre 2025. Mais aucune peine d'emprisonnement s'applique à lui, sauf peut-être 7 ans si on compare le chef d'accusation numéro 7, Ali Rabah. C'est abrupt. J'oserais même dire que c'est vertigineux. Mais c'est la seule conséquence raisonnable de l'application de la loi de la Cour, en particulier son article 24.2 du statut non-rétroactivité rationnée personae. Dans mon introduction, lundi, j'ai insisté sur l'importance de ce principe fondamental, jus cogens norme, une norme jus cogens selon la Chambre d'appel. Jus cogens signifie littéralement droit contraignant. Et je suis convaincu que vous n'aimez pas cette issue. L'accusation ne l'aime pas. Les victimes ne l'aimeront pas. Et je me permettrai, peut-être pour la première fois en 5 ans, d'exprimer une opinion
fondé sur les conclusions de votre jugement d'instance. Mon passé de travailleur humanitaire et de conseiller juridique auprès de chambres pour des tribunaux internationaux feront que je n'aime pas ça non plus. Mais la loi nous oblige, tous, moi d'abord. Elle m'oblige à vous demander d'appliquer aucune peine d'emprisonnement ou 7 ans d'emprisonnement maximum. Et ça vous oblige, j'en ai peur, mesdames les juges, à l'accepter. Vous ne pouvez, Président, c'est ce que vous nous dites, Maître Lauchi. Maître Lauchi. Mesdames les juges, vous ne pouvez pas ignorer, vider ou nuancer le principe de rationné, personnel et non rétroactif sans prendre le risque de vous confronter au système, de ramener au système les moins démocratiques du monde, comme au Soudan en 2003, 2004 et aujourd'hui encore malheureusement. La Cour pénale internationale s'honorerait elle-même de respecter l'article 24.2 de son statut. Il s'agit d'un pilier fondamental de l'état de droit et la seule considération qui pourrait vous pousser à ignorer ce principe fondamental ou le vider de son sens ont été mentionnés par ma collègue représentante légale des victimes, rétribution à M. Abdelrahman, dissuasion des autres criminels du Soudan et satisfaction des victimes. Eh bien, je vais y revenir un par un à ces points. Rétribution. Au vieil homme qui s'assied derrière moi. Ça ne justifie pas le risque de sacrifier un principe fondamental de droit pénal international, comme peut l'être le caractère non rétroactif du rationnel personnel. Même si on peut faire semblant de comprendre les croyances de M. Abdelrahman, il semble que pour lui, le châtiment ne viendra pas de la justice des hommes, mais d'une autre justice. Ignorant le principe fondamental de non-rétroactivité signifierait de donner du crédit à ce qu'il représente selon les conclusions de votre jugement, à savoir la brutalité et la cruauté de l'absence de droit. Le monde ne sera ni pire ni meilleur si M. Abdelrahman rentre chez lui. Les craintes légitimes exprimées par les victimes selon lesquelles il pourrait reprendre des activités criminelles n'a aucun caractère matériel concret, car il est bien trop vieux pour cela. Mais le monde serait bien pire si la Cour sacrifie un des principes fondamentaux de la justice pénale internationale pour le maintenir en prison. Dissuasion des criminels. Alors, il y a deux catégories de criminels que vous pourrez peut-être envisager, mesdames les juges. Je commence par la partie facile. Ceux qui commettent des crimes au Soudan en ce moment même. L'application stricte et juste de l'article 24.2 du statut ne profitera pas à cela. Ils commettent des crimes internationaux relevant de la Cour pénale internationale. Qu'ils ont intégré le 31 mars 2005 et jamais quitté. Si certains de ces criminels étaient arrêtés, ce que nous espérons tous, votre décision de n'appliquer aucune peine de prison à M. Abdelrahman selon le principe du rationnel personnel non rétroactif n'aurait aucune incidence sur leur cas. La deuxième catégorie, c'est ce que la Cour recherche déjà. Haroun, Hussein, Al-Bashir et Banda. Très facile.
Pour ce qui concerne le dernier, les crimes de Banda, pardon, les crimes dont Banda est accusé ont été perpétrés en 2007, c'est-à-dire dans le cadre du statut de Rome. La rationae personae non rétroactive ne peut pas lui être avantageuse. Donc j'en viens aux trois autres et j'ai prévu un tableau pour éclairer ma présentation. Comme vous pouvez le voir ici, voici quelques exemples de crimes relevant de la compétence de la Cour qui ont été commis au Darfour, au Soudan, après le 31 mars 2005, c'est-à-dire lorsque le droit de la Cour est devenu applicable au Soudan. Ce sont des exemples qu'on a trouvés en source ouverte, malgré les ressources limitées de l'équipe de défense. Et la défense n'a aucun doute que le bureau du procureur et ses enquêteurs en savaient davantage déjà et sont capables d'enquêter sur d'autres crimes perpétrés sur cette période. En 2008, à l'ouest du Darfour, plusieurs localités ont été attaquées dans une action coordonnée entre Jean Jaoui des forces armées soudanaises. Présidente, vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix. Maître là aussi. D'accord, je résume alors. Juste pour dire qu'avec ces 4 exemples, depuis 2008 jusqu'à 2016, M. al-Bashir était président du Soudan tout ce temps-là. La règle de la non-rétroactivité ne s'appliquerait pas, parce que c'est après 2005, donc l'âge limite du droit soudanais ne s'applique pas et il peut être condamné. Pareil pour le ministre Hussein. À l'exception du dernier événement de 2016, Présidente, je vais vous interrompre parce que ce sont des spéculations, s'ils en étaient accusés ou pas. Permettez-moi de finir, hein. On est juste ici pour traiter de l'affaire de votre client. Je ne m'inquiète pas de gens qui ne comparaissent pas devant cette cour. Maître Lautier, Madame la Présidente, d'accord. Je voulais juste vous redire que n'appliquez pas une peine de prison à mon client n'empêchera pas la poursuite d'autres personnes comme les 3 personnes citées dans ce tableau. Et je m'en tiens là. En tout cas, je doute que le bureau du procureur suggère qu'Haroun, Hussein et al-Bashir n'ont commis des crimes qu'avant l'adoption de la résolution 1593. Donc ça donne beaucoup de latitude pour les poursuivre. C'est la réponse à mon collègue de l'intervention. Procureur, vous n'avez pas pris de décision, Madame la juge, Présidente? Oui, je l'ai fait. Vous continuez, Monsieur Maître Laouchi. Je reviens juste sur ce qu'a dit mon collègue, le procureur, hier, lorsqu'il disait il suffit de vous d'attendre d'avoir 70 ans, puis venir à la cour, et puis vous serez tranquille parce que vous ne pouvez pas être incarcéré. C'était pour répondre à ça. Présidente, je ne crois pas qu'il faille répondre. C'était dans le cours de l'intervention de Monsieur Nichols. Plus nul besoin d'y répondre. Maître Laouchi, oui, je veux y répondre. Je veux dire que c'est la seule... Ce qui compte, c'est justement ce que le bureau du procureur poursuit. Pas mon collègue et ceux qui sont là sur son banc, mais ses prédécesseurs qui ont fait l'erreur fondamentale de poursuivre des crimes perpétrés avant la résolution. Présidente, oui, mais on peut vous dire toutes les 3 que nous avons écouté vos arguments et que d'après vous, donc, vous avez dit que la seule peine, c'est la libération immédiate. Maître Laouchi, si vous êtes convaincu par ma démonstration, Président, c'est votre argument, c'est votre point de vue, c'est ce que vous dites, nous l'avons entendu. Maître Laouchi, pour finir, dernier élément qui pourrait vous tenter à ne pas suivre mes recommandations ou ma thèse, après la rétribution et la dissuasion, c'est la satisfaction des victimes. C'est sans doute le point le plus difficile et le plus douloureux.
je n'entends pas l'aborder de la manière facile, en faisant référence une nouvelle fois aux citations des soumissions écrites de LRV lorsqu'elle dit que les victimes recherchent justice et pas la vengeance. Et que ça serait répondu avec la libération de M. Abdelrahman. Je ne vais pas aller là-dedans parce que les victimes méritent mieux et plus. La décision que les victimes vous demandent de prendre, mesdames les juges, aujourd'hui, serait que je vous demande de prendre aujourd'hui serait terrible pour les victimes. Ce serait beaucoup plus difficile pour elles de l'accepter. Les services de communication auraient une lourde tâche. Je l'ai dit, je leur ai dit toujours aux services de communication. La défense est à disposition, sans aucune limite, pour soutenir ces activités de communication, pour expliquer la logique de la décision de votre chambre et les raisons pour lesquelles c'était là la seule solution équitable en respect du statut de Rome. Le message le plus important à transmettre aux victimes sera de leur expliquer que la libération de M. Abdelrahman n'a aucun impact sur votre jugement d'instance du 6 octobre 2025. Président, Maître Laouchi, je vais vous interrompre parce que je ne crois pas que vous vous rendiez compte à quel point vous êtes insultant à travers votre discours pour la Chambre. Vous nous avez expliqué que le statut de Rome permet la peine applicable au Soudan, c'est ce que vous dites. L'accusation et les représentants des victimes ne sont pas d'accord. Mais ce que vous suggérez maintenant, c'est que nous enfreindrions la loi volontairement, d'après vous, hein, du fait des craintes des victimes, de ce qui pourrait advenir de votre client. Nous, comme vous le suggérez, nous appliquerons, nous avons prêté serment pour cela, appliqueront le droit applicable. Qu'il soit appliqué en votre faveur et que si c'était le cas, ça n'allait pas dans le sens des victimes, d'accord. C'est évidemment quelque chose que nous ne pouvons pas prendre en compte. Nous sommes tenus d'appliquer la loi, c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez dire ? Maître Laouchi, je comprends, Madame la Présidente. Je pensais que ce serait utile de vous encourager, mais je vois que ça ne l'est pas. Donc je m'arrête là, sur ça. Dernier point que j'aimerais dire, parce que je crois que c'est aussi important pour les victimes, c'est que votre décision sur la peine n'aura aucun impact sur la pleine et entière application de l'article 75, paragraphe 2 sur les réparations. Même sans une peine de prison, M. Abdelrahman demeurerait coupable et les conditions pour les réparations des victimes demeureront remplies. Libérer M. Abdelrahman selon l'article 24.2 du statut n'empêchera pas les réparations des victimes. Et on peut même dire que ça rend encore plus importante et nécessaire ces réparations. Et enfin, et c'est aussi la raison pour laquelle... Ah pardon, j'ai sauté un paragraphe. La raison pour laquelle les réparations auront lieu quoi qu'il arrive, c'est que si M. Abdelrahman venait à être libéré, la défense devrait voir avec lui, bien entendu, quelles sont ses intentions en ce qui concerne l'appel. Et sans préjuger de rien, en tout cas de sa décision ça pourrait, il se pourrait que votre jugement du 6 octobre 2025 soit définitif plutôt que prévu. Le moment est solennel. Mesdames les juges, votre décision est difficile à prendre
Mais la défense a fait de son mieux pour vous aider à la prendre. Je n'ai rien d'autre à dire, je m'arrête là. Et avec votre permission, je cède la parole à M. Abdelrahman pour ses derniers mots devant cette chambre. Yes, Mr. Al-Rahman, I gather you want to address us. Président, oui, M. Abdelrahman, j'ai compris que vous voulez vous adresser à nous, je vous en prie. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, plein de compassion, je demande à Dieu d'accueillir les victimes et les martyrs d'Al-Fasher, de Kordofan, de guérir les blessés et de libérer les prisonniers. Nous demandons aux parties belligérantes à cesser les combats à Al-Fasher et dans l'ensemble du Soudan. Je remercie les honorables juges de m'autoriser à prendre la parole avec vous, devant vous aujourd'hui, au crépuscule de mon procès. Mon équipe de défense m'a expliqué votre jugement qui me déclare coupable de beaucoup de crimes. Mon équipe de défense m'a également expliqué que ma condamnation ouvrait la voie à la phase de réparation au profit des victimes. J'en suis heureux, je suis heureux et je remercie Dieu pour cela que les victimes de 2003-2004 puissent finalement recevoir des réparations. Elles ont beaucoup souffert, elles ont beaucoup attendu et elles continuent de souffrir. Elles ont un besoin urgent de ces réparations. Dès mes premiers échanges avec mon conseil en juin 2020, il m'a informé de l'existence d'une procédure de réparation au bénéfice des victimes devant la Cour, chose que j'ignorais avant de me rendre. Je crois que c'est une excellente chose. Pendant le procès, j'ai entendu le récit des attaques de Kodhoum, de Bindisi, de Moukjar, des exécutions à Moukjar et Delej. Autant de choses horribles. Les personnes qui ont subi ces événements ont certainement terriblement souffert, eux et leurs familles, et ils continuent de souffrir aujourd'hui. Puisque ces personnes ont souffert, le minimum qui peut être fait, c'est de leur offrir réparation. Il n'était pas nécessaire d'attendre 5 ans que ce procès se finisse pour le faire. Et j'ai demandé à mon conseil de proposer que les réparations commencent dès le début du procès 2020. Mais la Cour a refusé, disant qu'il fallait attendre. Les victimes devaient attendre dans la souffrance. Pourtant, aujourd'hui que le procès est conclu et que donc les conditions établies par la Cour pour octroyer les réparations aux victimes sont respectées, je demande une nouvelle fois que les victimes de Kodhoum, Bindisi, Moukjar et Delej, celles
dont vous avez entendu le récit de souffrance et de tragédie méritent réparation. Demandons-leur ces réparations sans plus attendre. Je n'ai plus rien. Je suis pauvre depuis longtemps. La survie de ma famille dépend du peu que je possède. J'aimerais avoir les moyens d'apaiser les souffrances de ces pauvres gens, comme de toutes les victimes de la guerre au Soudan. Si j'en avais les moyens, je l'aurais fait sans hésiter. Mais je n'ai pas les moyens. Maître Lao-Chi m'a expliqué qu'il existe un fonds fiduciaire pour les victimes qui peut leur proposer une compensation. Je ne sais pas comment fonctionne ce fonds, mais l'initiative me paraît bonne. À ma demande, mon conseil a rendu visite à ce fonds. Il a parlé avec lui de comment permettre aux victimes du Soudan de recevoir des réparations et comment moi je peux y contribuer. Mon avocat me dit que le fonds reçoit des donations qui peuvent être réservées pour les victimes du Darfour. Et donc d'ici, je lance solennellement un appel à la générosité et à l'humanité de tous les États du monde pour apporter des contributions volontaires au fonds pour les victimes et pour financer les réparations. Pour les victimes du Darfour. Le Soudan est un pays dévasté par la guerre. Guerre qui entraîne avec elle famine, épidémie et immense souffrance pour des citoyens innocents qui ne souhaitent que vivre en paix. Ces dons aideront à soulager les souffrances des victimes du Darfour, des guerres du Darfour de 2003 et 2004. Les victimes d'aujourd'hui ont également besoin d'aide. En particulier, assistance humanitaire et paix. Et j'aimerais également exprimer toute ma gratitude à l'équipe de la Défense pour ses efforts visant à collecter des dons et je les appelle instamment à poursuivre ce travail. J'ai prié tout au long du procès, chaque jour, mon Dieu, pour les victimes, pour mettre fin à leurs souffrances et celles de leur famille. Et je continue de prier encore aujourd'hui. Alors que l'épidémie de la guerre continue de dévaster le Soudan. Ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays est source de tristesse, de désespoir, de misère. Les gens continuent de souffrir, de se battre entre eux, alors que nous devrions vivre en paix, tous. Et dans l'unité de Dieu, malgré les différences tribales, nous devrions collaborer tous ensemble pour reconstruire notre magnifique Soudan et le rendre prospère, pour alimenter nos enfants, assurer leur avenir et les extraire de la situation de misère dans laquelle ils sont actuellement. Misère, désespoir, guerre ne sont pas inévitables. Il en va de chacun, de chaque personne de bonne volonté, quelle que soit sa condition, sa tribu, sa profession. Il incombe à chacun de rejeter la guerre, de faire renaître l'espoir et ensemble de faire sortir le Soudan de la misère, empruntant la voie de Dieu et de la paix vers la concorde et la prospérité. Je suis un homme
âgé. Je n'ai aucun moyen. Je suis loin de mon pays. Ma vie approche de sa fin et bientôt, je comparaîtrai devant la justice de Dieu. Je l'attends parce que Dieu est miséricordieux. Et puisque la Cour m'a autorisé à m'exprimer, que mon discours sera entendu, en particulier au Soudan, j'aimerais saisir cette occasion pour lancer un appel simple, ultime, un appel à la paix et à la réconciliation. Je parle comme un homme, un Soudanais, un père de famille, un homme âgé qui est à l'aube de sa rencontre avec Dieu et dans l'attente de son jugement. Je n'ai aucun pouvoir et je ne peux que prier et supplier. Je prie donc mes compatriotes, quelle que soit leur tribu, arabe ou non arabe, tous égaux et soudanais, et en particulier les jeunes. Je les appelle donc à déposer les armes, à refuser le combat et à se réconcilier. Je supplie les dirigeants du Soudan et tous ceux qui exercent un pouvoir sur mes frères soudanais de mettre fin au combat et d'œuvrer résolument pour le retour durable de la paix et de la prospérité. Aux belligérants, au général Bourhan, au général Emeti, Abdou Fattah Doublo, vous avez des enfants. La guerre que vous livrez est une malédiction pour vos enfants. Pour le salut de vos enfants, de vos petits-enfants et tous les enfants du Soudan, je vous supplie, moi, en tant que père, en tant que grand-père, de mettre fin à cette guerre innécessaire. Honorable juge, merci de donner la parole à une personne âgée qui souffre. Vous assumez votre mandat, celui de rendre la justice dans la mesure où la justice des êtres humains le permet. Je m'en remets à vous. Il me reste peu à vivre. Et donc je vous demande, pour finir, de ne pas voir simplement l'homme âgé qui se trouve devant vous, indépendamment des crimes dont vous m'avez considéré coupable. Parce qu'au-delà de cet homme, il y a une famille, des enfants, des petits-enfants qui vivent dans un pays dévasté par la guerre, sans ressources, de sorte que certains de ces enfants ont dû arrêter l'école. Ils ont besoin de lui. Ne les oubliez pas. S'il vous plaît, préservez leur chance de le revoir un jour avant que je comparaisse devant mon Dieu. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous protège. Merci. Présidente, oui. Très bien. Il n'y a pas d'autres points. Ceci conclut donc cette audience. Je répète ce que j'ai dit, mais je crois que c'était en audience publique, à huis clos. Nous rendrons notre décision le 9 décembre, 9h30 du matin. All right.